Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain, et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Hey! Ça a l'air que mon son était trop fort avec Yannick Paquette. Est-ce vrai, messieurs? T'étais peut-être un peu fort. Un petit peu de misère à contrôler mon son. Ah, mais c'est pas grave, là. On a réussi à entendre quand même l'entrevue, ça s'est bien déroulé, puis t'as fait une maudite belle job, là, cette semaine. Mais merci beaucoup. Mais tu sais que c'est un vieux truc de radio, hein? Baisser le son de tes collaborateurs pour que tu sois plus important qu'eux autres. Ah, non, toi, t'étais plate, Yannick était intéressant. Mais t'es tout le temps en train de nous dire, de toute façon, qu'on t'abandonne pour faire des activités. Là, tu nous as eu... Hey, si vous saviez comment ça m'a fait de la peine de savoir que vous alliez pas être là pour cette entrevue-là, puis malheureusement, c'est un gars occupé, je pense que vous l'avez entendu durant l'entrevue, il travaille pas mal tout le temps, puis les fins de semaine, ça lui adonnait pas pour faire des entrevues, fait que j'ai comme pu le pogner le matin, après mon travail régulier, puis il y a juste là que ça a donné, puis vous étiez à vos travails respectifs, messieurs, donc j'ai comme pas pu bénéficier de votre banque de savoir, mais je pense que ça s'est bien déroulé quand ça se passait au lendemain de la mort de Stanley en plus, là. Oui, effectivement. Puis aussi, je suis bien content. J'ai enfin eu ma réponse par rapport à Grant Morrison, à savoir qu'est-ce que j'ai toujours pensé qu'il était en réalité. Maintenant, j'ai ma confirmation. Disons que ça a été long avant qu'il le confirme, mais ça penche pas mal du bord qu'on pensait. Ben, la façon dont tu le vois écrire, puis tout, on sentait qu'il y avait un petit côté Alan Moore, tu sais, qui est comme je suis tout seul dans mon coin, parle-moi pas trop, puis je te dis quoi faire, puis ferme ta gueule un peu, puis ça avait l'air à s'aligner pas mal là-dessus. Mais c'est un peu ça, puis des fois aussi, de savoir où est-ce qu'il s'en va, ça n'a pas l'air toujours évident, puis tu sais, je le dis souvent dans ce podcast-là, Grant Morrison est capable du pire comme du meilleur. C'est particulier, là, parce que on avait l'impression que par moment, ils n'ont pratiquement pas de contact. Vraiment pas. Zéro, là, comme si c'est juste un échange de texte, peut-être par courriel, etc. là. Moi, ça m'a épaté. Mais moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est lorsque je lui ai dit à la blague, est-ce que vous marchez encore comme à l'époque de Jack Kirby puis Stanley, où il t'envoie des planches à dessin, puis toi, t'écris d'un bulle, tu sais, lui, il écrit d'un bulle, puis merci, bonsoir, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Il dit, il y a des fois que c'est comme ça. J'ai comme ça, je peux pas croire qu'il n'y a pas plus de plans que ça, tu sais. Mais quand t'es pour sortir un truc à tous les mois, c'est un peu ça que ça donne. Ouais, puis peut-être que ça explique des fois les petites inconsistances qu'il peut avoir, mais tu sais, puis il a parlé du côté de Scott Snyder. Puis on voit le job que Scott fait depuis plusieurs années dans ses BD. Non? Ah, mais Scott, il y a une grosse charge de travail. De ce que je comprends de Yannick, c'est que préfère travailler sur des projets qui sont plus longs, qui sont plus où tu peux prendre ton temps. Écoute, produire un comic qui sort à chaque mois, là, c'est pas tout. Tu sais, on a ri longtemps de Frank Miller qui était pas capable de délivrer au bon moment, ou il y en a eu plein d'autres, là, des exemples qu'on pourrait vous donner qui étaient supposés être au mois, puis que finalement, ça sort aux 3-4 mois. C'est pas toujours évident. Ça prend une certaine qualité d'être capable de faire de la saucisse. Tu sais, moi, j'appelle ça faire de la saucisse. Là. Faut que tu y ailles vite. Il faut être un Bendis qui est rentré chez DC puis qui roule 7 séries par mois déjà. Mais ça, c'est terrible. Là. C'est complètement terrible. Puis Yannick va y travailler avec Bendis. Ça serait peut-être intéressant d'y reparler à ce moment-là. T'avais John Romita qui était déchaîné et qui pouvait clencher des 22 numéros, là, 3, 4, 22 numéros par mois. Là. C'est un fou furieux, puis son père était pareil. Ouais, c'est assez terrible. Merci. Mais ça a été un bel entretien. Je suis bien content de lui avoir parlé. On vous l'avait promis que ça allait arriver. Donc, c'est maintenant chose faite. On en sait un peu plus sur son travail. Puis, je vous invite à vous procurer les Wonder Woman Earth One. C'est vraiment 2 beaux volumes, honnêtement. Là. Le deuxième... As-tu fini par lire le deuxième, Alan? Oui, je l'ai lu, le deuxième. Beaucoup meilleur que le premier. Là. Il est meilleur que le premier. On voit, il a confirmé qu'il allait avoir un troisième éventuellement. Possiblement, ça va clore une trilogie. C'est totalement différent. Ça travaille toujours, par exemple, il ne sort pas du cadre de Wonder Woman. C'est comme la figure de proue de la paix, du pouvoir de la femme. Et ils ont toujours resté là-dedans, mais c'est toujours un petit peu différent, par exemple, de façon de s'apporter. Mais la base reste du même du personnage. C'est une belle introduction, je pense, pour ceux qui sont peut-être pas habitués au Comic Monthly ou encore des différentes stretches qu'il y a eu sur Wonder Woman. Je pense que, les années de George Perez, que tu as rencontré d'ailleurs, Pat?
Chic type. Il était tellement sympathique. Puis avec ses chemises haut en couleur. C'est assez quelque chose. Là. Il est spécial. Tout là. le temps, soit fleuri Fleuri, ou des motifs débiles. Là. Mais tellement, tellement gentil, ce gars-là. Là. Sympathique Incroyable, gaillard. incroyable. Puis sur Wonder Woman, il avait fait un travail de fou. Ah oui, il oui. était là pendant un petit bout. Donc, c'est une belle introduction si jamais vous connaissez peut-être moins bien le personnage. C'est une belle façon de le connaître. Mais bon, soit dit, on a assez parlé de l'entrevue. Vous pouvez toujours l'écouter d'ailleurs, toujours disponible sur SoundCloud ou encore Balado Québec. Puis ça va être là encore pendant un petit bout. Si vous voulez vous taper un bon 20 minutes quand même, il a été généreux. Il n'était pas obligé. Puis écoute, j'étais bien content de cela. Autre petit truc avant de passer à nos sujets. On a eu l'occasion d'aller chez Studio Black Zombie. Oui, une super belle rencontre, Bon. Studio Black Zombie. Est-ce qu'on est honnête avec nos auditeurs ou on garde ça pour nous autres? Nos appréhensions quand on s'est dit... Tes appréhensions, Martin. Ouais. Hey, tu les partageais. Non, sincèrement, on se demandait... En fait, moi, ma grande question, c'était de savoir comment... Parce qu'au départ, je pensais vraiment que c'était un commerce, là. Commerce. Je me demandais comment ça pouvait survivre dans un environnement où tu as déjà le Versus, tu as déjà les deux légendes, tu as déjà beaucoup des petites boutiques qui se déchirent un marché qui est pas très grand, là. Il n'y a pas tant de monde que ça à aller chercher dans une région comme la nôtre. Pat, tu le sais, tu as déjà été dans ce marché-là. C'est un marché qui est très ciblé, puis qu'il faut que tu les... Il faut que tu les gardes quasiment au pied, là. Et je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec le studio Black Zombie, où on pouvait aller lire des Mais mangas. surtout, pourquoi le premier mot studio? Exact. Puis qu'est-ce qu'on allait faire là, en fait? Effectivement. Puis là, c'est en arrivant là-bas, parlant justement à Lydia qui s'occupe de la place, qu'on a découvert que finalement, c'est son studio de travail, qui est peintre artiste. Puis dans le fond, pour résumer ça, du plus gros de sa pensée puis sa philosophie, je pense que c'est une coopérative d'artistes. Si tu es un artiste, si tu as besoin d'une place pour travailler, si tu as besoin de conseils, d'aide, c'est le genre de place que tu peux aller. Tu es un artisan, tu cherches une place que tu peux exposer tes affaires puis possiblement même les vendre. C'est la place pour... Tu es un geek, tu files un mauvais coton, t'as pas le goût de te faire écœurer par personne, tu vas aller prendre un bubble tea, tu t'en vas là, tu te sens chez vous. Moi, je pense que un des beaux moments, là, quand on a jasé avec eux autres, c'est quand elle m'a dit qu'elle et son chum étaient des maniaques de Star Trek et que leur petit lieu communautaire était dans l'esprit de Roddenberry, c'est-à-dire une place pour tout le monde, qui n'a pas de compétition, où tout le monde peut afficher leurs affaires, puis où eux autres ne veulent pas aller rentrer dans le marché d'un autre. Oui, ils vont vendre des jeux, ou oui, ils ont des mangas, mais avant toute chose, c'est une place d'artiste. Et ça, écoute, chapeau. C'est Chapeau, tout à leur là. honneur, honnêtement. C'est hyper sympathique, c'est beau en sacrement. Et aussi. je me suis mis, je sais pas pour vous autres, parce qu'on est tous un peu vieux, mais moi étant le plus jeune de nous trois, Pat étant l'elder, celui qui est là depuis les noces de Cana, n'empêche que je me suis replongé dans mon adolescence, puis je vais sacrer Christ que j'aurais aimé ça avoir un endroit comme ça, où les journées où ça filait pas, puis j'avais l'impression que j'étais le seul geek de ma gang, puis que c'était plus tough. D'avoir un endroit comme ça, j'aurais aimé ça. Oui, effectivement. Il y a eu une époque où il n'y en avait pas de lieu. Puis encore récemment, les bars ou les lieux pour jouer à des jeux ou la prolifération de certaines boutiques ou de certains lieux pour, par exemple, soit pour les joueurs de Magic, pour les gamers de jeux vidéo, des trucs de même, ça n'existait pas, là. Tout le monde était... refermé sur lui-même. Mais écoute, puis, nous, on jouait au Magic, puis je m'en souviens très bien, au Bouffet Plus. Là. C'était le seul endroit où on nous tolérait, puis on pouvait aller jouer en buvant une liqueur. Là. C'était pas l'idéal, puis on se cachait. Là. On n'avait pas peur, mais on n'aimait pas... On voulait pas se faire voir. Tu sais, L'affaire, c'est que t'as tout le temps peur du jugement des autres. Les autres vont t'observer. Puis c'est sûr, là, parce que écoute, ils vont arriver, ils vont voir une gang de gars ou une gang de filles déguisées en Fury ou avec leurs affaires, puis là, qui dessinent des affaires de manga, puis t'as toujours un vieux cave ou quelqu'un qui va dire « Tu dessines des petits bonhommes » ou « Garde-les, eux autres, ils jouent à un jeu d'enfant. Mangez-toi de la merde, esti. » Non, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a la coin dure. Moi, je vais vous dire, bien franchement, qu'avec la job que je fais, j'ai appris, parce que ça n'a pas été facile les premières années, à me faire une carapace qui est quand même assez épaisse. Puis si je décide que je lis un comic dans un endroit public, puis que le monde me dévisage, manger de la marde, je lis mon comic, OK? Mais je peux croire que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis des endroits de même, ça en prend, là. Effectivement, parce que, tu sais, plusieurs personnes qui doivent nous écouter doivent avoir joué à Donjons Dragons aussi, qui est adolescent. Puis tu sais, la clique de Donjons Dragons de l'école secondaire, là, hein,
t'es dans la game en esti. Ah, t'es en bas. T'es dans la hiérarchie du secondaire. Là. T'as plus de T'es chances pas de te haut, faire là. rentrer dans ton casier que de faire dire salut, là, mettons, dans ta journée. Mais quand t'es dans la clique de Donjon Dragon secondaire, t'es tellement content quand quelqu'un perd ses culottes en avançant puis que ça va être lui la tête de turc de la journée parce que tu te dis yes, une journée où c'est pas moi, tu sais. Ben, écoute, là, tous les problèmes d'intimidation à côté de ça. Tu sais, nous autres, notre clique, parce que moi, j'étais dans la clique de Donjon Dragon. Tu sais, nous autres, notre clique, elle était à côté du couloir qui menait à toute la section du professionnel. Fait que les trashs du professionnel puis la gang de punk étaient assis sur les mêmes bancs que nous autres. Oh boy. Fait que l'affaire, c'est qu'il n'y a personne qui venait écœurer à la clique de Donjon Dragon. Parce qu'on était à côté d'une partie des pires de l'école. C'était un bon plan. Fait que là, il y avait un bon plan, mais en même temps, écoute, c'est sûr que tu t'affichais pas. Tu sais, aujourd'hui, moi, les 2 stickers de Godzilla que j'ai sur mon VUS, il y a personne qui va les arracher. Là. Mais je trouve ça sympathique parce que je suis allé à mon école secondaire il n'y a pas longtemps et j'ai remarqué que non seulement ils ont un endroit pour jouer au Magic, ce qui n'était pas le cas à mon époque, mais en plus de ça, ils en vendent. Dans une petite cantine, ils en vendent. C'est hallucinant. Ben, combien d'écoles secondaires, puis même les cégeps, parce que il y a des locaux qui se louent pour les gangs de Donjon Dragon, puis le monde qui font des grandeurs là-dessus. Tu sais, cégep de Jonquière l'a fait longtemps, possiblement que cégep de Chicoutimi aussi. Mais même moi, dans le temps du cégep de Chicoutimi, on utilisait les salles des résidences pour Exact. jouer à Donjon Dragon. En tout cas, regarde, je suis vraiment content qu'un endroit comme ça existe à Saguenay. Puis, garde, profitez-en, là, elle vous accueille à bras ouverts. Là. Oui, allez-y, allez faire un tour, allez voir comment est-ce que ces gens-là sont chaleureux. Puis, si vous êtes chanceux comme nous autres, vous allez voir quelqu'un qui va arriver, qui va s'installer à une table et qui va vous clencher un dessin d'en face. Hey, c'était-tu terrible, ça? Que ça va être hyper rapide, là. Puis là, tu vas dire, oh, une minute, là, c'était une page blanche avant. Là. Puis le gars là, qui était là, on le connaît pas. Gars, je sais pas si c'est un auditeur, là, ouais. mais il était je te génial. salue, là, t'as tout un talent. Il était incroyable. Écoute, on est arrivé, il s'est installé avec une page blanche, puis honnêtement, il était seul à sa table. On n'avait pas l'air de trop le déranger. Je pense que même il appréciait qu'il y ait du monde dans la place, puis qu'il se fasse justement, comme on vient de le dire, de pas se faire écœurer. Et quand on est parti, on s'est tous levés, puis on a regardé sa page. Ça n'avait pas de bon sens. Ah, c'était vraiment incroyable. Ça n'avait aucun bon sens. Donc, je les salue. Puis pourquoi on vous en parle, c'est qu'éventuellement, on aura de quoi vous annoncer. On vous le dit pas tout de suite parce qu'on est en pourparlers puis on jase de des affaires. Mais les injustes pourraient transcender le micro. Oui, effectivement. Là, présentement, la game est on, mais elle n'est pas encore finie. Donc, ça serait intéressant. Puis on va voir ça. C'est très bon. Je vais arrêter là. Donc, on va vous revenir avec ça dans des futurs puis, podcasts. Là, on va continuer dans le côté gay, puis du fait qu'on est rejeté, puis que c'est tout croche. On va aller avec l'homme qui a rendu le gay, qui est le comique, d'une certaine façon, standard depuis les 60 dernières années. Le grand Stan Lee qui est décédé lundi. Hey, ça m'a fait de quoi? Je sais que le gars, à 95 ans, il a une bonne partie de sa vie de fête, là, on va se le dire. Là. Il en a fait plus que bien du monde, mais ça m'a fait de quoi pareil de le voir partir. Puis je l'expliquais à mes collègues qui comprenaient pas trop puis qui m'ont regardé avec un drôle de visage. C'est lui et toute une époque qui s'en va. Là. Il était le dernier représentant de cette époque-là en particulier. C'est un géant qui tombe. Là. Puis j'aurais le goût de vous poser, tu sais, je pense que tu as un peu répondu à ça, Alan, fait que je vais aller direct à Pat. Ça représente quoi, Stan Lee, pour toi? Ben, moi, j'ai eu la même réaction que toi. Là. Je l'ai su pendant que je travaillais là, par un de mes collègues de travail. Et là, après, on se questionnait là, parce qu'il y avait des sites qui disaient que c'était vrai, d'autres sites qui disaient que c'était un hoax depuis le début du week-end. Puis là, ben, tu sais, ça s'est confirmé. Puis j'étais avec 2 autres libraires avec moi, puis je leur ai dit, moi, j'ai dit, tabarnouche, là, je file pas. Moi, Stan Lee, là, c'est un idole. Là. Moi, Stan Lee, il représentait depuis... Il y a toujours eu de la BD chez nous, soit à cause de mon frère ou soit à cause de mon père. Puis les BD là, de Spider-Man, là, la série, là, l'incroyable Homme-Araignée là, qui passait à Radio-Canada, là, je l'écoutais en tabarnouche. Puis il y avait mes sœurs puis mon frère qui étaient toujours en train de me faire capoter que la série ne pourrait pas passer parce que Spider-Man avait avalé sa gomme puis était mort. Vous voyez comment que dans ma famille, je me faisais toujours torturer. Des affaires d'enfants, là. Oui, exactement. Mais puis là, puis corrige-moi si j'ai tort, mais aussi la relation que les Québécois ont avec Marvel est spéciale à cause d'héritage. Héritage. Écoute, moi, toutes les comics Héritage, j'en ai peut-être acheté là, une infime partie, là, mais ils étaient toutes là pour moi, là, à dévorer, à découvrir chez nous. Là. Puis là, écoute, j'ai tellement lu des affaires géniaux. Là. C'était génial. Oui, génial. Puis c'était incroyable, là. Spider-Man, Thor. Écoute, il y avait des couvertures, là.
tellement fabuleuses, là, puis des histoires super capotées. Là. Moi, ça a été mon premier bain dans un univers là, qui était totalement éclaté. Puis après ça, ben, si j'ai une imagination débordante, vient à cause de la BD de Marvel. En plus, c'est un de tes contemporains, tu sais, je veux dire, c'est... Hey, tu m'énerves. Alan, si je te posais la même question, tu as répondu en partie, mais plus personnellement pour toi, Stan Lee, c'est qui? Ben, Stan Lee, en quelque sorte, ben, tu sais, quand tu as grandi dans les années 80, justement, les dessins animés qui parlaient de Spider-Man qu'à l'époque, le Captain America et sa gang aussi, ça datait plus des années 70. Ça fait que tu grandissais avec ça. Tu avais la série TV de Hulk qui existait aussi. C'est que tout ramenait à Stan Lee parce que c'était toujours ses créations qui étaient là. C'était pas les Avengers, c'était juste ses personnages qu'il avait créés. Tu avais le Spider-Man, tu avais le Hulk qui était là. Tu as eu les dessins animés aussi de Thor. Tu avais tout ça, puis par après, quand ça a transcendé dans les années 90, on est arrivé avec les dessins animés qui étaient plus... C'est le Spider-Man des années 90, possiblement la série animée classique qu'on peut mettre sur le même piédestal que le Batman, d'une certaine façon. Oui, puis le X-Men. Le X-Men aussi, que avait ses lacunes, mais ils ont fait des bonnes choses. Ça, c'était une époque aussi que quand ça passait à TV, puis tu les écoutais en anglais, là, c'était une époque aussi que, au début des années 90, à chaque fin d'émission, tu avais Stan Lee qui était assis dans sa chaise, puis qui te racontait un petit peu ce qui s'était passé. Tu avais toujours un Stan Lee qui apparaissait tout le temps, qui parlait ce qu'il avait fait. C'était comme il le faisait dans ses comics, d'ailleurs. Effectivement, c'est que c'était le gars qui présentait toujours, même si c'était le dessin animé, il était toujours là pour présenter. C'est le gars que tu ne peux pas dissocier parce qu'il était toujours derrière, puis ça marchait toujours qu'on le voit. On le voit encore dans les films. Ses caméos sont omniprésents. Le gars, si tu présentes quelque chose qui était dedans, il va être dedans pour regarder, c'est moi qui le présente, puis je suis fier de ce que j'ai fait. Mais ça a été à la fois son point fort et son point faible, et je m'explique, parce qu'il a été capable rapidement de faire du marketing avec son nom, son visage, l'éditorial qui tenait dans ses comics, et ça a porté ombrage à d'autres artistes comme Steve Ditko, Jack Kirby, Romita. Il y en a eu d'autres là, puis même Yannick Paquette, dans l'entrevue que vous avez entendue, quand il a dit « Mes premiers numéros que j'ai travaillés sur Marvel, c'était écrit Stan Lee présente ». Et c'était plus gros que mon nom d'artiste où j'avais passé du temps à travailler là-dessus. Ça a créé une partie de controverse aussi. Parce qu'à la base, le gars a formé l'industrie à un moment donné. C'est lui là, qui a ordonné ses lettres de noblesse, qui a travaillé dessus, mais cette omniprésence de sa touche partout, en passant à côté des bureaux des gars, en disant « Toi, tu vas faire ça, tu vas faire... » Tu sais, il faisait des petits pitchs d'une idée globale. Les autres écrivaient le reste, faisaient toutes les affaires. À une époque de ghostwriter, là, des gens qui sont engagés dans la rue, puis regarde, moi j'ai une idée, A, B et C, puis, tu l'écris. Puis il y a peut-être un paquet de grands scénaristes d'aujourd'hui là, qui ont passé à ces étapes-là. Mais le gars, j'ai l'impression, est-ce que l'aura de créateur était tellement immense qu'elle a surpassé sa personne même. Tu sais, souvent, des fois, on va avoir des artistes, des auteurs, par exemple, que leur alter ego est plus fort que leur personnalité même, puis des fois, ça peut venir dramatique, comme Nelly Arcan, par exemple. Exact. Mais je pense que Stan Lee, lui, sa gourmandise mainstream était tellement importante que c'est ça qui a fait qu'il en a écrasé une coupe. Puis il y a beaucoup de créateurs, et c'est bien parce que lui-même a avoué à un moment donné qu'il était un co-créateur, parce que il a été longtemps à nier le co. Là. Oui, puis écoute, il s'était tellement bien positionné, mais moi, je le vois surtout comme le Steve Jobs des comics. Je veux dire, quand il prend possession de Marvel au début des années 60, chez DC Comics, on est en cravate, là. On est en complet cravate, puis c'est très sérieux, puis nos personnages, on leur fait attention, puis on se conforme aussi à ce qui avait été décidé, parce que chez DC Comics, on avait tous vécu la période que j'appelle Seduction of the Innocent, le fameux livre qui a failli détruire l'industrie du comic, et on était très d'accord avec les censeurs, puis pour modifier nos histoires, puis on était très aussi... On ciblait beaucoup les enfants, puis on prenait peut-être pas ça assez au sérieux. Stan Lee nous a sortis de tout ça, là. Bien, effectivement, puis comme tu dis, c'était un genre de Steve Jobs, parce que lui, il avait un talent pour présenter. Tu sais, on n'a rien que besoin de dire, je vais dire 3 mots là, qui vont cibler tout ce qu'il a pu dire. Commencer par True Believer, puis finir avec Excelsior. Ouais. C'est vrai. Puis il a réussi à... Tu finissais avec Enough Said. Enough Said.
C'est ça. Mais c'était l'enfer parce que le gars était tellement... écoute, lui, quand il est arrivé, là, le Comic Approval Code, après la sélection of the Nielsen, qui balisait les comics, il s'est battu en tabarnouche contre ça. Moi, je retiens surtout le combat de Stan Lee contre les censeurs. Puis il a dit, là, c'est assez, vous allez nous tuer avec des règles comme celle-là. Puis ils sont allés loin, là. Et ces personnages, puis les gens vont être d'accord, moi, je vous le cacherai pas, je suis un DC boy. Mais chez DC, les personnages sont peu ou pas attachants parce qu'ils sont des dieux. C'est des dieux. DC a toujours eu le complexe de Dieu, puis Stan Lee a ramené le héros avec une forme humaine, avec une ça humanité. Peut être toi, ça pouvait être moi, oui, ça moi, pouvait être ça Alan. aurait été certainement moi, le Perfect Man. Mais je veux dire, ça peut être n'importe qui. Oui, exactement. Puis ce qui était délirant avec la création de tous ces personnages-là qui étaient proches des gens, c'était tous les super vilains qu'il a créés aussi, qui amenaient des conflits qui étaient palpables. Tu sais, la haine qu'avait Jonah Jameson, la haine de Norman Osborn. Tu sais, souvent, là, c'était pas des gens qui existaient pas, là. Puis, tu sais, Magneto, là, c'est quand même Stan Lee qui l'a créé, là, avec les X-Men. Quel méchant incroyable, hein? Mais quand tu lis sur Stan Lee, les X-Men, contrairement à ce qu'on peut penser, ça a pris du temps avant de décoller. Oui. Dans les années 60, ça n'a pas décollé pantoute, là. Oui, puis même là, tantôt, tu parlais qu'il parlait de Jonah Jameson, du Green Goblin qui détestait Spider-Man. Puis encore une fois, Stan Lee, c'est lui qui avait mis le côté humain avant le côté héros. Puis même dans les deux personnes que Pat vient de parler, là, on se remarque la dualité de la relation. Norman Osborn et Jonah Jameson vont protéger Peter Parker. Ils vont admirer le jeune homme qu'il est. Mais une fois qu'il a mis son costume, qui devient le semi-paria, c'est pas mal des personnes qui le détestent le plus, ces deux-là. Exact. Puis ça a forcé DC à changer son approche aussi avec leurs propres personnages. À ce moment-là, les identités secrètes de Batman, de Superman, de Wonder Woman commencent à prendre une importance parce qu'ils essaient aussi de les jouer du côté humain. Ça va avoir bouleversé l'industrie. Et du moment où Marvel va avoir pris la première place dans les ventes de comics, ils la perdront plus jamais après. Ils regarderont plus jamais en arrière, là. C'est quand même exceptionnel. Oui, effectivement. Puis aussi, c'est parce qu'il s'était donné peut-être une chance avec des personnages qui étaient plus attachants, plus terre à terre. Et aussi, moi, je trouve qu'une des idées qui était brillante à l'époque, c'est de dire où c'est que mon histoire va se passer. Il regardait par la fenêtre du 14e étage, faisait comme « Ah, ouais, à l'intersection de Queen, là-bas, ça aurait du sens. » Faire ça dans un endroit qui était connu. Tu sais, tu mets des points d'attache. Parce que DC, en plus d'avoir des dieux, ils ont inventé des villes. Tu sais, t'as Batman avec Gotham, Metropolis Superman, t'as The Flash avec Keystone, t'as Oliver Queen, le Green Arrow avec Star City. Emerald City, ouais, avec... Ouais, Emerald City, ouais, mais c'est que t'as toutes des villes qui sont inventées. Puis, tu sais, ça fait que tout est là pour tourner alentour du personnage en tant que tel. Puis son alter ego, ben, en quelque sorte, c'est toujours une soumelle. Je pense que si vous voulez avoir la meilleure définition de ça, écoutez ce que Dave Carradine a dit dans Kill Bill 2 à la fin. Là, je pense que c'était génial comment il a décrit Clark Kent. Ouais, c'était génial. Mais en même temps, c'est drôle que tu m'amènes ça parce que je voulais en parler aussi. New York, la ville de New York en doit beaucoup à Stan Lee. Quand on va à New York, c'est la ville des super-héros. Oui, c'est la ville des super-héros. Écoute, tu sais, tu peux te promener dans certaines rues puis savoir que, bon, dans ce coin-là, il aurait pu avoir le Baxter Building puis des affaires de main. C'est hallucinant comment... Lui, il utilisait vraiment là, un des talents importants de l'écrivain, c'est-à-dire de mettre les gens en photo. C'est-à-dire que si tu es capable de mettre ton lecteur dans la photo, puis il va être capable de dire « Ah, mais oui, c'est là, j'ai déjà marché. » là. Je reconnais à la place. Je ça reconnais aurait pu se passer place. au moment où j'ai marché. C'est ça, là. exactement. Et ça, c'est un talent fou. Puis, toutes ces petites caractéristiques, juste ces trucs de mémorisation, il utilisait autant 2 lettres pour... Tout le monde se souvient des noms des personnages. Exact. Peter Parker, Ed Richards, Susan Storm, Bruce Banner. C'est complètement délirant. C'est juste une technique mnémonique qui fait qu'elle fonctionne. Mais il parlait aussi à l'époque qu'il y a eu un moment donné où son aura était tellement forte où tout fonctionnait pour lui. Il y avait une idée, il la mettait sur papier, puis ça fonctionnait. C'était une période qui était faste, où tout était à créer. Puis je pense qu'on ne connaîtra pas de période aussi faste avec Stan Lee au début des années 60 qu'avant les années 80, quand l'industrie va se repositionner encore une fois, cette fois-là avec les Frank Miller de ce monde, les Todd McFarlane et autres. Là, il va y avoir un deuxième boom, je crois, à ce moment-là. Oui, Frank Miller en avait fait un aussi, mais sauf que je pense que le plus gros boom qu'il y a eu après Stan Lee, ça va rester Watchmen. Ouais, Watchmen, c'était gros. Je pense que ça a été l'époque où le comic book a lâché le niveau petit comique puis il s'est fait reconnaître au niveau littéraire.
Parlons-en d'ailleurs du comic book et de la mauvaise réputation qu'on tente d'y accoler. Avez-vous lu les commentaires de Bill Maher, qui est un Américain qui tient un blog et une émission, et qui est allé dire qu'avec les Américains, pour s'investir dans des espèces de stupidités comme les comic books, et qu'éventuellement, c'était peut-être pour ça que Donald Trump était au pouvoir? Mais Bill Maher, là, il a toujours été un polémiste. Ça a toujours été un gros enfant de chienne qui était incapable d'avoir une vision claire de certaines affaires. Il a toujours été un écœurant sur toutes les tribunes. Puis là, il sort ça. Puis là, je ne sais pas si le gars a regardé combien de millions puis de milliards a été fait à cause de l'industrie du comic aujourd'hui, là, juste aux États-Unis, Chris. Tu sais, à quelque part, là, c'est incroyable. Là. C'est fou, là. Tu sais, c'est une tabarnouche de grosse culture parce que t'as un pas. Écoute, c'est l'enfer. Quand tu dis que même des compagnies d'auto, la bouffe, les vêtements, tout est touché. Tout. Et c'est leur seule véritable culture aux Américains. Je m'excuse, là, mais c'est pas mal la seule chose qu'ils ont la pas volé à quelque part. Là. La vraie culture américaine importante de base, là, c'est une partie du sport professionnel puis le country puis les comics. Puis les comics. C'est plate, mais c'est ça. Puis Walt Disney. Leur vrai apport culturel, c'est ça. Parce qu'à quelque part, c'est une culture qui aime beaucoup aller... puis il y a un buffet général, là, puis eux autres, ils vont toucher à tout. Exact, mais les comics, ça vient... C'est pas mal l'une des rares choses qui vient... Bon, certaines mauvaises langues vont dire que c'était les Juifs qui étaient aux États-Unis, surtout, là, mais je veux dire, ça vient ça vient des États-Unis, là, ça a parti de là. Le super-héros. Oui, effectivement, puis le super-héros. Puis tu disais aussi que par rapport à la valeur, là, j'allais faire une petite recherche rapide, parce que je me rappelais plus à quel prix que Disney avait acheté Marvel. C'était 4 milliards en actions quand même. 4 milliards, puis il n'y avait pas tout encore. Là. Non, pas tout encore. Il y a beaucoup de choses qui se sont dispersées un peu partout. Puis ça, c'est l'autre drame qu'on peut relier à Stan Lee. C'est quand il a commencé à vouloir... D'abord, il ne s'est pas mis riche avec Marvel. Il est mort, il vaut à peu près 50 millions. Là. Il n'a pas de droit sur à peu près aucun des personnages parce qu'il vient d'une époque où les personnages appartenaient à l'emploi que tu occupais. Donc, c'est Marvel qui avait les droits sur les personnages et non Stan Lee. Et l'autre affaire, c'est quand il a fait sa fameuse tournée des studios pour essayer de vendre ses personnages et de percer le cinéma. Stan Lee était devenu complètement fou quand il avait vu le film de Richard Donner de Superman. Il voyait l'avenir. Tu sais, à quel point il était visionnaire. Il savait que c'était là que ça s'en allait s'il voulait faire survivre ses personnages. Et ça a été une catastrophe. Il a failli tuer Marvel. Ben, je sais pas si c'est Stan Lee ou Fox, là, mais je pense que c'est Fox. Mais il a failli tuer Marvel avec cette histoire-là. De vendre ses droits de personnages un peu partout. Rappelez-vous des Captain America des années 90, le Trial of Hulk aussi qu'on avait fait, le Fantastic Four qui était ultra mauvais. Il y a une couple de fois où Marvel a frisé la faillite, là, pure et simple. Là. Ouais, Dolph Lundgren a déjà été Punisher. Quel mauvais souvenir. Hey, c'était terrible, ça. Il n'y avait pas les droits du Punisher. Donc, il ne pouvait pas avoir le crâne. Exact. Tout le long du film, c'était l'enfer. Et les droits des personnages, c'est encore un gros problème chez Disney, entre autres. Ils sont éparpillés un peu partout. Là. Fantastic Four, la première famille, le premier comic de Lee Kirby, c'est pas eux autres qui les ont. C'est 20th Century Fox. Qui ont fait quand même 3 films spectaculaires. Ouais. C'est possiblement la seule série de films où le premier était pas vraiment acceptable, le deuxième était une catastrophe, puis qu'ils ont rebooté ça, ça a été une double catastrophe. Bon, c'est pire que ça. C'était terrible. T'as qu'à penser à Perruque blonde, là, puis... C'était terrible comme film. Je m'en voudrais de pas raconter, même si on l'a raconté des milliers de fois, celle où la fois où tu as rencontré Stan Lee. Pat, je pense que c'est un souvenir qu'on peut pas effacer. C'était impossible, parce qu'on était fous à cette époque-là. On était tous les deux à la même place au même moment. En fait, on était allés ensemble. Ouais. Écoute, on était partis de Chicoutimi un vendredi, là, sur l'heure du dîner, parce que je travaillais, je pense. Oui. Puis là, on est monté... On a couché à Montréal. On a couché à Montréal. C'est pas loin c'est ça, pas loin de l'autoroute là, pour aller vers l'Ontario. Écoute, on s'est levé à 3 h du matin pour partir vers l'Ontario. Ouais. Puis là, on a clenché en roulant comme des débiles pour arriver le plus tôt possible à Toronto avec les travaux. Puis là, on avait été obligé de faire un détour dans une espèce de petite bourgade où il y avait des écureuils
plus gros que des vélociraptors. Et c'était une époque où on devait se communiquer par walkie-talkie entre les deux véhicules. Oui, c'est toi qui nous avais fourni des walkie-talkies entre les deux chars. Écoute, On c'était n'avait pas le choix, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas de cellulaire. En fait, il y a juste notre ami Kevin qui en avait un. On le salue s'il nous écoute. Mais c'était fou, tellement... là. Moi, j'avais mon cellulaire, mais tu sais, on pouvait pas faire de texto Non, en tant que tel. En tout cas, c'était pas ça. C'était tout croche. Donc, écoute, on arrive à Toronto. Moi, j'ai conduit toute la nuit. Je suis mort de fatigue. Je pense qu'on n'avait même pas été aux toilettes. On avait faim, tout ça. Puis là, on rentre, puis là, on se rend compte que, 1, c'est fou. 2, c'est gigantesque. Et 3, la file d'attente pour les dédicaces de Stanley est déjà commencée. Et elle mesure, je sais pas. C'est honnêtement, dans ma jeune carrière de gars qui attend, la plus longue file d'attente que j'ai vue de ma vie. C'était peut-être une longueur de terrain de football. Ça coûtait combien à peu près? Hein? Je m'en souviens. Ça n'a pas coûté si cher que ça. Non, ça me semble que c'était 75-100$ à peu près. Mais je pense que c'était moins que ça. Et moi, l'innocent de me dire, moi sûrement le revoir à un moment donné, puis c'est pas vrai que je vais perdre ma journée à attendre. Ça me tente pas. Là. J'ai d'autres choses à faire. Et de cette convention-là, je pense que j'ai rien qui survit encore aujourd'hui. Écoute, moi, je suis resté dans le fil longtemps à attendre tout ça. Puis, tu sais, à quelques personnes de Stanley, je me suis évanoui dans le fil. C'est le gars puis la fille en arrière de moi qui m'ont rattrapé. Puis là, grâce à mon cellulaire... Écoute, c'était un Nokia là, qui flippait même pas, espèce de Nokia là, qui faisait plein de lumière, là, louche. J'ai été capable de trouver la cousine de la blonde à Kevin qui était avec nous autres pour qu'elle vienne me remplacer, que je réussisse à survivre. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tous rendu compte que tu allais être le prochain à passer. Moi, je me rappelle... Ouais, j'étais à 6 personnes de Stanley. Je me souviens pas qui m'avait averti, mais on avait trouvé le moyen de tous, parce qu'on s'était tous séparés à l'intérieur de la convention, puis le mot s'était passé, puis moi j'ai assisté à la signature de tes trucs. Oui. J'étais de billets à voir Stanley prendre tes trucs, les signer. Je te trouvais fou, t'avais perdu une partie de la journée là-dedans. Mais même lui était surpris parce que je vous l'ai posté sur la page des Injustes. C'était un truc qui avait été qui avait été fait avec Jean Giraud, avec Moebius, et c'est la seule collaboration de Stanley puis Moebius qui était à l'époque un grand auteur puis un grand BDiste européen qui avait travaillé sur un paquet d'affaires. Et même lui était surpris de ce que je faisais dédicacer. Oui, parce que t'as pas pris... t'as pas pris une pochette de Spider-Man en 2002, t'as pas pris un comic qui avait pas écrit ou qui était pas impliqué, t'as pas pris une photo non plus, t'as pris ce J'ai pris une collaboration de lui avec... puis écoute, c'est ça, je tripais trop. Puis, tu sais, c'est fou quand même parce que j'ai tout le certificat, le truc signé avec le témoin à l'appui qui était là, qui a signé aussi le certificat. J'avais jamais eu ça, là, un truc authentifié de même. Là. Puis ça reste, donnait là. Ouais, puis ça reste tellement un beau moment. Puis il est fin, Stanley. Il était fin. Ouais. Il était super sympathique, là. Mais ça va tellement vite, hein? Ah oui, ça va tellement vite. Là. Quand j'ai rencontré Patrick Stewart, là, il y a 2 ans, ça va tellement vite. Ou Adam West, quand j'ai eu l'occasion de voir Adam West, je pense que j'ai eu le temps de lui dire une phrase. Je me suis mis debout à côté de lui, clic-clac, merci, bonsoir, c'est un coup de pied dans le derrière, puis c'est normal, on veut passer le plus de monde possible. Mais ça va vite. Mais c'est des rencontres qui avant ça, je trouvais coûtaient cher, valaient pas la peine. Mais quand c'est quelqu'un sur lequel tu tripes vraiment, là, je te dis pas de le faire pour le faire, là. Tu sais, je te dis pas de prendre n'importe qui est là puis de le faire juste parce qu'il est là. Je le ferais pas pour Pamela Anderson. Exemple, quelque chose de même. Ou bien, je sais pas, moi, un des gars d'occupation double, je m'en sac. Pipin. Tu le ferais-tu pour Pipin? Ah non, Pipin. Ouais, c'est ça. Mais peut-être Sam. Mais quand c'est des gens qui valent la peine, tu sais, quand moi, je suis allé voir, par exemple, Adam West, fallait que j'aille voir Adam West. Mais c'est ça. L'affaire, c'est que c'est hyper important parce que, à quelque part, nous autres, ça a touché notre culture. C'est comme quelqu'un qui arrive et qui dit que chez eux, il y a peut-être une balle de baseball qui a été dédicacée par un de ses grands joueurs de son équipe à lui, ou que, quand il était jeune, il tripait tellement sur le baseball qu'il a rencontré, je sais pas moi, Gary Carter, qui en était avec les Expos. Ça a exactement la même valeur. Les gens qui tripent sur le hockey, c'est pareil. Les gens qui vont triper sur le NASCAR, qui vont aller voir une course puis qui vont dire « Fuck, mon manteau est dédicacé. » C'était quoi, là, la super pilote, là, qui était super cute, super sympathique, là, en tout cas. Bon, pas grave. Elle. Mais c'est exactement pareil. Moi, c'était un de mes idoles. Je l'ai rencontré. Je peux dire aujourd'hui qu'il y a plusieurs de ces idoles-là importants qui ont formé le geek que je suis, que j'ai rencontré. Romero, j'ai rencontré Jodorowsky, j'ai rencontré Stanley, je n'ai rencontré une tralée d'acteurs d'horreur aussi, puis plein de BDistes cool. Puis il y en a qui restent, qu'ils vont avoir marqué.
Puis c'est ça, là. Écoute, moi... C'était là, ton petit moment avec Stan Lee. C'est ça. Puis écoute, je vais le chérir toute ma vie. Qui remplace ce Stan Lee, Alan, comme, mettons, grand monument du comique? Là? Qui peut être le meilleur ambassadeur maintenant de cette industrie-là quand lui est parti? Ben, je dirais plus grand monde parce qu'il n'y a plus personne qui est volubile dans ce milieu-là. C'est vrai. Les seuls auteurs qui vont réussir à continuer à parler, ils vont avoir une vie sociale dans leur groupuscule sur Twitter. Ouais, exact. Il n'y en aura plus de Instagram. gros. Ouais, il y en aura plus de gros personnages comme celui-là. Je pense que c'était le dernier. Il n'y en a plus qui vont c'est la place publique. Si tu ne suis pas, mettons, Jim Lee sur Instagram, pour moi, tu Ça n'as vaut la jamais, peine en passant. jamais vu sa face de ta vie. C'est à peu près ça. Il n'a jamais apparu à peu près nulle part, peut-être dans quelques conventions, mais sinon, c'est pas quelqu'un qui va passer nulle part. Mais je pense que la grosse figure, ça demeure. Puis tu sais, c'est Frank Miller, je pense. Dans le monde du comique, la grosse figure. Ouais, mais vous deux, là, ça serait pas Bendis? Oui, mais Bendis, c'est encore très récent, Bendis. Hein? C'est très, très, très récent. Bendis est un écrivain. Il n'est pas un porteur. Moi, c'est ça. C'est pas une figure. C'est pas un personnage. Puis on l'a rencontré, Pat. Là. Tu le sais, on l'a vu. Il est pas plus grand que nature. Tu le crois. En fait, tu risques d'y bumper dedans comme quand j'avais bumpé Pat Lee sans m'en rendre compte. Puis tu le reconnaîtras pas. C'est un autre beau moment, ça aussi. Quand j'ai bumpé Pat Lee sans faire exprès. Et Pat qui me crie derrière. C'était Pat Lee! Je me sais dessus, moi. Mais bon, tu sais, je veux dire, des personnages comme ça qui vont transcender. Puis on va se le dire, avec les films qui ont été faits, je pense que ça s'est transféré du côté du Mais cinéma. je sais pas si c'est à cause que c'est les États-Unis qui sont comme ça, mais pourtant, là, si tu veux transférer en Angleterre, là, je savais, tu vas prendre des personnalités comme Neil Gaiman. C'est du monde qui sont très publics. Là. Mais nous, ici, on n'entend presque pas parler de Neil Gaiman. Effectivement. Effectivement, c'est comme ça. Mais bon, bon repos, Stanley. Merci pour tout. Et on va se diriger du côté du cinéma. 2 films à critiquer aujourd'hui. On va commencer avec vous deux, messieurs, qui êtes allés voir finalement Overlord. Et vous avez dû vous déplacer à Alma pour le voir. Oui, effectivement. Ben, tu sais, me déplacer, là, ça a été une bonne chose parce que c'était confortable, c'était propre, ça sentait bon. Il n'y a pas de 3 pour 1? L'image était bonne, puis j'avais pas d'haut-parleur fêlé, là, parce que le lendemain, je suis allé voir Bohemian à Chicoutimi, et l'haut-parleur central était fêlé, là. Pour un film de musique, c'était un peu tannant. Ah, c'était terrible, ça grichait tellement. Ah, c'est horrible. Mais bon, Overlord, sinon, bon, mauvais, moyen? Overlord, c'était, je vais le dire, excellent. Je pense que Pat était d'accord avec moi. Ouais. C'est un film qui a été produit par Bat Robot, la gang de J.J. Abrams. Ça a été réalisé par Julius Avery, qui n'a pas fait une tonne de films là, jusqu'à maintenant, mais il est pressenti pour faire le reboot de Flash Gordon aussi. OK. Donc, je vais faire la prémisse un petit peu du film. Ça se passe, c'est la veille du débarquement de Normandie. Tu as une gang qui sont dans un avion. Leur mission, c'est qu'il faut qu'ils se rendent d'un petit village français, faire sauter une tour de communication qui est dans une église 15 minutes avant le débarquement pour brouiller les communications nazies pour que le débarquement puisse fonctionner. Parce Une que belle surprise. que ça soit vraiment une attaque surprise. C'est que la prémisse du film, c'est juste ça. Sauf que... Il n'y a pas de sauf que dans le film, c'est ça le problème. Tout le monde pense qu'il y a un sauf que. Puis ça, le sauf-que, c'est mineur dans l'histoire. C'est un film de Deuxième Guerre mondiale avec un mini sauf-que. Mais le film, de la façon qu'il commence dans l'avion, là, les 15 premières minutes, là, il survole l'Allemagne, là, la France, là, dans le coin de la Normandie. L'avion se fait tellement gonner. Là. Je te dis, tu files claustrophobique pendant 15 minutes dans l'avion. Ça se fait gonner d'un bord puis de l'autre. Il y a du monde qui crève partout. Jusqu'au temps que le gars saute en parachute puis que tu as comme la caméra qui est collée dessus puis tu plane avec le gars qui se fait mitrailler par le drone. C'est pas un film historique, là. Ben oui. C'en est un. Presque. C'était pas un film de zombies, c'était pas un... Ben, l'affaire, là, c'est que c'est un vrai film de guerre, là, de Deuxième Guerre mondiale. Un vrai Accurate, de vrai, là. là. Accurate. OK. Là. Puis, je serais curieux de voir s'il n'y a pas eu une opération Overlord pour faire tomber vraiment les communications avant le débarquement. Je serais curieux, là. OK. Parce que l'affaire, c'est que cet envoyé-là de parachutistes américains, ils étaient là, eux autres, avant le débarquement. Parce que les gars du débarquement devaient essayer de rejoindre les parachutistes. OK. Donc, si on prend là, une petite historique de guerre, ça marche, là. Cette unité-là est là pour ça. Puis là, le sauf-que qui est comme... écoute, il est à quelque part un peu anodin. Ils se rendent juste compte que quand ils arrivent là-bas, ben il y a plus que ce qu'ils ont demandé, là. C'est-à-dire qu'il y a des expériences qui se font sur certains soldats pour essayer de faire le soldat suprême.
OK, un genre On sait que le paranormal est souvent associé au régime nazi, fait qu'on joue dans ces eaux-là. Ben, dans ça, c'est parce que c'est toujours avec le principe de l'armée millénaire. Pour avoir une armée millénaire, tu as besoin du soldat millénaire. OK. C'est que tu te ramasses dans cette petite ville-là française, puis tu te rends compte qu'il y a comme une gang de nazis qui sont là, puis qui contrôlent la ville, puis ils font à peu près ce qu'ils veulent. Tu sais, il y a du stuff nazi, pour pouvoir violer n'importe qui, puis une fois de temps en temps, ils kidnappent du monde, puis ils partent avec. C'est parce que dans le sous-sol de ce petit village-là, il y a comme une sorte de pétrole qui essaye de transformer, parce que si tu l'injectes d'un corps mort, il se réanime. Mais il devient De là, l'espèce de zombie. puis il devient plus semi-berserker que zombie. Puis ça, sérieusement, avant de voir le premier zombie, là, t'en as pour au-dessus d'une heure. Là. Ouais. Et même la première transformation, là, t'as un des flots qui joue là-dedans. Là. Ben, pour les gens qui écoutent Agent of S.H.I.E.L.D., c'est le petit Fitz qui joue dans la série. Lui, c'est le premier personnage à mourir. Puis il y a le noir, le personnage principal du film, il y a une seringue qui réanime les morts, puis il décide de faire le test sur son chum qui vient de crever. Mais sérieusement, là, quand il se réveille, là, c'est tellement malade, là. La transformation en zombie, là, c'est une des plus belles qu'on a vues. Le gars, il commence à avoir chaud et à paniquer, là. Puis sa force se décuple, là. C'est genre qu'il va fesser sur une poutre de 8 par 8, ben la poutre va péter en deux, là. Mais comment on classifie ce film-là, à ce moment-là, si c'est pas un drame historique, si c'est pas un film d'action, si c'est pas un film de zombies, c'est quoi? Ben, c'est un thriller historique d'horreur. Ouais. C'est comme ça qu'on peut le classer? Il faudra faire- Oui, dans la lignée là, des War Horror Movies. Parce que c'est pas Dunkirk, là. Non, c'est pas Dunkirk. C'est pas Saving C'est Private pas Dunkirk, Ryan. mais en même temps, on voit que le réalisateur puis la gang de production de Bad Robot en ont vu en tabarnouche des films de guerre. Parce que pour être capable de faire de bonnes séquences militaires, là, Deuxième Guerre mondiale, parce que j'en ai vu en tabarnouche, là, puis ils sont efficaces, puis que, tu sais, à la base, ce que tu restes à la fin, là, tu te dis, c'était quand même un maudit bon film de guerre. C'est particulier, là. Ça reste, oui, on savait qu'il allait avoir ces espèces de monstres-là, ces réanimés-là qui sont là, mais ils sont pas si importants dans l'idée que tout le long, là, il faut pas qu'il oublie que la maudite tour, il faut qu'elle fasse sauter. Ça reste ça, l'objectif. Là. Il dévie pas Regarde, l'objectif. Martin, pour te donner peut-être une petite idée pour t'aider, là, pense à Danny Boyle avec 28 jours plus tard. OK, ouais, je vois le genre, là. Tu sais, c'est à peu près ça. C'est pas vraiment un film de zombies, puis ça prend un bout de temps avant que tu les vois, puis il y a toute une histoire totalement qui endoure le tout. C'est juste qu'il y a comme un subplot qui est un genre de zombie. Mais moi, j'ai trouvé que c'était efficace parce que ça évite de tomber dans le cliché. Tu sais, c'est comme dans le film, la fille qui les aide, là, elle parle de sa grand-mère qui est enfermée dans sa pièce, puis que tu te rends compte c'est une zombie. Quand je suis sorti de là, mes chums m'ont fait « moi, je pensais que le monde allait rentrer, puis t'allais voir les grand-mères sauter du monde, puis manger tout. » Je fais « Non, c'est merveilleux. » Ils ont tout évité les foutus clichés de zombies qu'on est habitué de voir. Mais est-ce que ça peut être considéré quand même comme un film de zombies? Oui, d'une certaine façon. Ouais. Parce que, écoute, on en a parlé de ça, là. Les gens, là, quand on parle maintenant de zombies, là, il faut absolument qu'ils pensent à Walking Dead. Ben, excusez, là, mais Dracula, c'est un zombie. Oui. Non. Ben, pas oui. C'est ça. Donc, il y en a en tabarnouche, là, des revenants, des réanimés, puis ça rentre dans cette catégorie-là. Parce qu'à quelque part, le soldat, là, il y a un trou dans la tête ou dans la gorge, il est mort, il l'injecte, il se relève. Mais c'est pas Dead Snow, là. C'est pas Dead Snow, mais... Ah non, ça, Dead Snow, là... Mais ça reste dans la lignée de Dead Snow ou de Outpost. Il y a eu plusieurs films de zombies où c'était... Souvent, ça tournait vrai sur l'idée que les Allemands cherchaient des solutions pour avoir le soldat du millénaire, comme Alan le disait. Puis, c'est ça qui est trippant. Puis, écoute, le fils de Kurt Russell, il est hallucinant, là. Il y a un moment donné, là, il y a tellement une sale gueule là, debout dans une pièce, là, puis c'est la tête de Kurt Russell dans The Thing. Écoute, il ressemble à son père, là, puis il est badass, là. Écoute, il est pas sympathique là-dedans, là, mais c'est tellement un bon personnage, là. Donc, vaut la peine de monter jusqu'à Alma, là. Mais c'est pas un film qui fait beaucoup de battage, je trouve. On en entend peu ou pas parler. Ben, à peu près tous les films qui sont sortis à ce film-là se sont fait ramasser. C'est parce que, encore une fois, on est dans une période où le créneau est bizarre, puis c'est des films qui sont plus ou moins parlés, des films à petit budget. Puis ce qui est plate, c'est que Overlord, comme je te dis, il a été frappé un petit peu par la critique avec le monde. Comme, c'est pas un film de zombies. Ouais.
Le monde a eu une déception qui était peut-être pas nécessaire. Ouais. Ouais, effectivement, mais tu sais, le film fonctionnait bien, il était super bon, il y a des bonnes séquences d'action. La finale que l'Église pète, là, c'est tellement incroyable la façon que ça a été tourné puis ça a été fait. Le film fonctionne bien, il y a des bons personnages. Le seul point faible, c'est qu'elle soit le voir en français. Tu as toujours le problème de soldats américains qui se ramassent d'un village français puis que tout le monde parle français mais personne ne se comprend. Ouais, ça fait toujours spécial. Ça fait toujours particulier, ça. Ouais, ça fait toujours spécial quand on respecte les accents ou les Ils langues. respectent même pas. C'est juste qu'ils mettent des sous-titres en Ouais, français, c'est en ça. anglais, à travers quel monde parle. C'est comme, ouais, en tout cas. Là, ça fait C'est spécial. parce que là, tu savais que tu avais les soldats allemands qui parlaient en allemand, que la fille, elle parlait peut-être en allemand ou en français avec eux autres, puis le soldat, il répondait, puis que tu en avais un dans l'unité qui parlait français. Et ça, c'était trippant aussi. Moi, j'ai juste hâte de pouvoir l'acheter en Blu-ray, puis ne pas l'écouter sur un site de merde là, qui fait du piratage qui est mal. Puis de l'acheter en Blu-ray, puis de l'écouter en anglais. Oui. Ben non, il est revenu sur Fizz-Even. Oui, HDS. Salutations à ceux qui trouvent que c'est normal de voler du stock. Vous feriez pas ça dans une épicerie, hein? Mais ça a l'air que sur Internet, ça se fait. Je veux pas m'étendre trop là-dessus parce que je vais me choquer. Autre film qu'on est allé voir, mais là, cette fois-là, c'est moi puis Alan. Et on n'a pas amené Pat. On est allé voir Fantastic Beasts, The Crime of Grindelwald, le deuxième Fantastic Beast dans l'univers de Harry Potter. Moi, je dois le dire et je me déclare avant de commencer le commentaire, j'aime beaucoup les films d'Harry Potter. Je pense que dans le cas d'Alan, c'est un peu moins... C'est pas que je les aime pas. Je trouve ça sympathique. J'ai jamais été un grand fan. J'ai jamais lu les livres. Ce qui fait que moi, quand j'arrive à Fantastic Beasts, que je vais voir ça, tout ce que je vois, c'est un film qui est mal monté, qui présente une tonne d'affaires que je comprends pas. Parce que comme moi, je t'ai dit avant de commencer le podcast, je connais Harry Potter, Hermione Granger, Voldemort, qui était un show jet du sort, puis il y a peut-être Dumbledore. Tu as dit le petit roux aussi. Le petit roux. Ouais, mais je connais pas son nom. Il s'appelle rien que le petit roux. Ron Weasley. Ah, ok, Mais, c'est que moi, quand j'arrive en écoutant ce film-là, puis il me shoot un paquet d'informations pendant 2h20, là, hein, je suis fourré, là. Ben, en fait, moi, je suis allé le voir, puis honnêtement, après avoir vu le premier, je me suis posé des questions, puis ça a confirmé un peu ce que je pense. Ce film-là, ou ces deux films-là, souffrent exactement du même problème que la prélogie de Star Wars et les films de The Hobbit. C'est non nécessaire, sont pas capables de surpasser leur gros méchant, il y a beaucoup trop de clins d'œil, et on sait comment ça va finir. Et c'est dommage. C'est dommage. Et les personnages, un peu comme la prélogie de Star Wars, sont sans saveur. Je m'attache pas à aucun des nouveaux personnages. Ben, je comprends pas pourquoi aussi. Tu sais, pourtant, son nom français, c'est Norbert Dragono, là, Monsieur Newt. Je comprends pas. Tu sais, même si le gars, il tripe plus les animaux que les humains, pourquoi ils l'ont fait très... Tu sais, il est presque autiste. Il a toujours la tête un petit peu croche, avec les yeux qui louchent, puis il marche avec les pieds, soit par en dedans, ben par l'extérieur. Le gars, tu vois qu'il a une sorte de maladie mentale, mais qui n'est pas travaillé. Mais pourquoi ils l'ont fait de même? Pourquoi ils l'ont juste pas fait, tu sais, un peu charismatique puis sympathique? Au moins, tu sais, qui regagne sa vie quand il voit ses animaux, mais même là, quand il voit ses animaux, qui ne servent à rien dans le film. Encore faut-il qu'il y ait des animaux, là? Parce que l'un des gros problèmes de Fantastic Beasts, c'est qu'il n'y a pas de Fantastic Beasts. Ben, sont minimes. Ben, je pense que ça fait 4 heures qu'ils nous ont fait comprendre que le vrai héros là, de la série, c'est le Nifleur. Oui, mais c'est le seul qu'on voit, là. Tu sais, je veux dire, à part le chat chinois, là, je veux dire, dans le deuxième film, j'en ai pas retenu d'autres, là. Que je me suis dit comme, wow! Ben, comme je t'ai dit, là, le bout aussi que dans le film, que pour présenter une autre bête que je sais pas compris à quoi il servait, qu'ils nous ont présenté Bunty, son aide soigneuse d'animaux, qui était là juste pour se faire crier après, jusqu'au temps qu'il décide d'aller aider son poisson d'algue tout seul. La séquence est super belle, le monstre est super beau, mais Il amène rien. ça mène à rien dans le film. Puis Il amène rien. Bunty, là, c'est qui? Il amène rien non plus. Ça amène rien et c'est difficile. J'aurais peut-être moins de difficultés si on avait vraiment assumé le côté prequel de ces films-là, au lieu de me faire croire qu'on était complètement ailleurs puis que les liens avec Harry Potter n'étaient pas là. Oubliez ça. Là. Dans celui-là, les liens avec Harry Potter sont tous là. D'abord, moment magique et moment positif du film, quand tu retournes finalement à Hogwarts. Et que là, tu vois Dumbledore dans les salles de cours, tu vois une jeune McGonagall, tu vois... Tu sais, c'est vraiment cool. La musique de John Williams, je pense que quand on rentre dans le terrain de ce qu'on connaissait d'Harry Potter, ça devient un peu plus efficace. On va y donner... c'est Jude Law, justement, qui fait oui, Dumbledore. Il a maudit belle interprétation. Tu sais, il a gardé le côté sympathique du personnage, puis toujours un petit peu mystérieux. Et enfant de chienne. Ouais, c'est le Charles Xavier d'Harry Potter, Dumbledore. C'est un enfant de chienne. C'est un manipulateur. Exactement. Puis il est juste
Un peu comme un avocat criminaliste qui est un criminel qui a bien viré. Là. Dumbledore, c'est un méchant qui est bon, là. C'est pas plus... Il a pas plus de morale que le méchant. Il est pas plus douette que le méchant. Il fait juste les bonnes actions, là. Tu le regardes faire, puis c'est un enculé. Le nombre de risques qu'il a fait prendre à des jeunes parce qu'il est trop pissou pour y aller lui-même, là. C'est un enculé, Dumbledore. Ah, mais s'il s'est rendu à son chose, c'est pas pour rien. Ben, c'est toujours caché derrière quelqu'un. Ah oui? C'est sûr. Faut aussi voir l'un des problèmes du film, c'est Grindelwald. J'aime beaucoup Johnny Depp. J'aime son interprétation où c'est très minimaliste. Hein? Il va pas dans les grands Jack Sparrow, puis il va pas dans les grands gestes. C'est bien. Puis, tu sais, il y a un moment donné où, bon, il était tellement peu méchant qu'on a été obligé de filmer une scène où il tue un bébé, là, pour nous faire comprendre qu'il était méchant. Là, parce que sans ça, honnêtement, il n'a pas l'air très méchant. Là. Non, effectivement. Puis ça, je pense que c'est le problème avec la scénarisation de ces films-là. C'est qu'au niveau scénaristique, l'histoire est mal expliquée. Il y a beaucoup de flashbacks. Ça saute d'un groupe de personnages à l'autre beaucoup trop fréquemment. Puis, tu sais, tu te rends compte que le plan de Johnny Depp, de Grindelwald, c'est que lui, c'est un pur sang. Puis, pourquoi les pur sang? Bien, on sait tous qu'ils détestent les moldus. Mais il veut éliminer la moitié des moldus de la planète Terre pour ramener un équilibre avec les sorciers. Puis l'autre moitié s'en servir quasiment comme du bétail. Du bétail, carrément. Là. C'est ça son plan. Ce qui est presque tout aussi vilain que Voldemort, là. Sinon plus. Là. Mais Voldemort, c'était le Darth Vader de cette série-là. C'est que le monde le suivait parce que tu voulais juste pas te faire buter. Pas nécessairement parce que tu avais de grandes convictions. Dans le cas de Grindelwald, et ça, c'est moins bien joué, mais quand tu le comprends, tu te dis que c'est quasiment un meilleur méchant, mais c'est mal joué. C'est que c'est ses idées qui séduisent. Le monde le suit. C'est ses idées. Puis selon ce qu'on voit dans le deuxième film, avec sa vision, ce qu'il parle qu'il va éliminer la moitié des moldus, tu vois des séquences de la Deuxième Guerre mondiale qui montent jusqu'à Hiroshima. C'est que en plus d'avoir un plan qui est semblable à celui d'Hitler, exact. On se rend compte que c'est un Hitler, mais du côté magicien. Exact. Ce qui veut avoir sa race de pur sang, c'est qu'on rentre dans du nazisme pur, mais dans le monde de la magie, c'est très, très dark pour quelque chose qui est normalement pour les enfants. Oui, mais j'ai l'impression que depuis le 6e film d'Harry Potter, on n'est plus vraiment dans le terrain des enfants. Puis en passant, moi, je déteste le réalisateur. Je suis pas capable. Il a fait les 2 derniers Harry Potter, là, et j'avais détesté la façon dont il les avait fait. Là. On va se le dire tout de suite. Non, je suis pas capable. Je sais, Pat, tu me fais une face. Là. Je déteste ce réalisateur-là. Le deuxième était pas si pire que ça. C'est le premier avec son heure de pelouse qui était raide. Rien à voir. Et puis, était-tu dépressif dans pelouse pendant 1 heure dans le premier? Mais il se passe rien dans le premier. Hey, d'entente, là. Il se passe fuck all. Il se passe rien dans ce film-là. La finale d'entente, c'était correct. C'était 15 seules minutes qui fonctionnaient. Il se passe rien dans ce petit film-là. Et il rush un paquet de trucs qui auraient dû être introduits dans les films antérieurs. Tu sais, la baguette de Suro, le Elder Wand, tout le plan des Deadly Hallows. Il nous garoche ça dans le dernier film. Et pourtant, c'est des choses qui devaient être assez importantes pour qu'on en... Ben, justement, c'est une des choses. Moi, tantôt, tu me parlais de ça. C'est tous des artefacts que je catch même pas. Puis c'est tous des trucs qui sont super importants dans Fantastic Beasts. Encore une fois, que moi, en n'étant pas un fan d'Harry Potter, qui a tout lu puis qui connaît tout, j'arrive là-bas puis il y a plein d'affaires. Tu sais, à la fin, qu'il donne la baguette à l'autre, hein, moi, c'est un bout de bois qu'il a donné à l'autre. Oui, c'est plus que ça. Mais justement, c'est ça. C'est parce que c'est tellement pas clair. J'ai vu tous les films 2 fois, puis ça me dit rien. Mais c'est un peu le problème du film. Et c'est aussi un prequel non assumé, dans le sens où j'ai l'impression que ce qu'on a voulu faire au départ avec le premier film, c'est un spin-off. Donc, c'est-à-dire, regarde, on va ailleurs. Sauf qu'avec le deuxième, là, on a l'impression qu'elle a pris le train qui s'en allait là-bas, là, puis elle a remis ses rails de son univers d'Harry Potter en se disant, ben finalement... Moi, vous raconter ce que vous n'avez pas vu. Ben, ça paraissait dans le premier, là, parce que, en toute honnêteté, j'ai pas réussi à le finir parce que j'arrêtais après 1h15. Là. Mon cerveau, il est mort au bout du rhinocéros qui essaie de s'accoupler avec le boulanger. Et sérieusement. Il manquait un bon bout, là. Ah oui. Ouais, mais Chris, il s'est rien passé par la première 1h15. Il a couru après une demi-heure après son diffleur, puis après, il y a un rhinocéros qui a voulu fourrer son chum. C'est 1h15 du film. C'est long. C'est très long. Pat est découragé. Les 3 premières minutes du film, là, il avait montré toutes les cryptes de Grindelwald. Il montrait Grindelwald partout. Là, puis c'est ça que je te dis. L'heure d'après, là, c'est un nifleur puis un rhinocéros qui veut fourrer. Ça ressemble souvent à ça. Et quand je vous dis que ça souffre des mêmes problèmes que de Star Wars puis The Hobbit, c'est trop long. D'abord, c'est 5 films qu'ils prévoient. Oui, 5. Chris, c'est presque autant que la série principale, là. Mais sans le personnage principal. C'est fucking long, là. Puis en plus, les personnages sont flat.
Fait que bonne chance pour faire 3 autres films là-dessus. Là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les personnages fit avec les couleurs de Warner. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça aussi, hein, depuis que Chris Columbus n'est plus sur cette série-là, hein, ils ont 3 tons. Gris, vert-gris, puis bleu-gris. C'est... Martin, il est gris, là. Écoute, puis en plus, c'est tellement drôle, là. Vous le voyez pas, mais il y a un chandail gris. Là, mais je veux dire, c'est ça. Mais écoute, depuis qu'on a commencé ce podcast-là ensemble, on en entend souvent parler des gris de Warner. Mais c'est vrai que c'est ennuyant. T'as toujours des nuances différentes dans tes têtes de gris. Fait que je pense qu'il faudrait qu'on les comptabilise. Va falloir, en tout cas, statuer sur quel gris il y a exactement. Non, mais c'est vrai drôle. que c'est ça. Mais oui. Tu sais, je veux dire, Chris Columbus, là, quand vous réécoutez Philosopher's Stone, Chamber of Secrets, c'est tellement beau. Mais je suis d'accord. En ce moment, là, il y a un obscurantisme visuel là, qui souffre toute cette lignée-là depuis quelques films. Puis c'est triste parce que c'est un univers qui est riche et qui aurait tout intérêt. Tu sais, quand le chat chinois est là, ça fait du bien, il y a du orange. Tu sais, j'étais content, j'ai vu du orange, peut-être un peu de rouge, là. J'étais vraiment content. Mais tu sais, c'est des belles séquences. Mais le reste est noir. Ouais, très noir, mais rien que le film commence, l'évasion de Grindelwald, qui est possiblement les 10 premières minutes du film qui sont les meilleures du film. C'est une très belle séquence. Très belle séquence, là. C'est dans le très noir. C'est bleu, gris, vert, gris. En plein milieu du orage. Dans le milieu de la nuit. Exactement. Fait que c'est gris, puis il y a un peu de blanc juste quand ils servent le baguette, comme pour faire un contraste. Là. Tu sais, que tu réalises qu'ils utilisent le baguette. Là. C'est comme, du blanc. Mais il y a des belles actrices, par exemple. Les actrices qui jouent dans sont belles. Une couple de fois. Celle qui fait Letta Lestrange est belle. Celle qui fait Queenie est pas laide non plus. Ah, l'hystérique, là. L'hystérique, on ne sait pas encore à quoi elle sert, mais quand même. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a des problèmes émotionnels sévères. C'est assez sévère. C'est beaucoup, beaucoup sévère même. Mais j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec cette série-là. Ce qui est décevant, c'est que je trouve qu'on s'assume pas. Dites-le que c'est un prequel à Harry Potter. Dites-le que c'est là que vous en allez. On parlera pas de la finale, mais la révélation de la fin, c'est-tu la vraie révélation ou c'est une crosse que Grindelwald fait? On ne sait même pas encore. Et l'un des gros problèmes du film, puis là, je sais que je vais en faire sacrer plusieurs. Ça va être un épisode controversé, cette histoire-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime Harry Potter qui nous écoute, là. Mais c'est probablement l'une des révélations dans un film dont je me suis le plus crissé des dernières 20 années. Hostie que je m'en crisse. Ben, c'est parce que... Non, mais c'est parce que le film est supposé tourner autour de ça, mais tu l'attends pas. Tu sais, t'es comme pas... T'as pas hâte de le savoir. En fait, tu t'en sacres. Effectivement, puis surtout que peu importe ce que tu vas aller rechercher, puis tout ce que tu vas faire, là, hein, c'est impossible de réussir à le trouver. Parce qu'il n'y a aucun lien, nulle part, qui prouve que ce personnage-là a déjà existé. Non, ils ont créé quelque chose. Ils ont créé quelque chose. À partir de zéro, ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé et ça devient probablement pour surprendre les fans, justement, pour pas que les... Parce que, tu sais, tout le long du film, nous, on avait une théorie, puis c'était la même. Personnellement, là. Je trouve que ce couteau à trouver à double tranchant. T'es mieux de donner raison à une partie des hardcore fanbase qui ont réussi à le trouver que d'envoyer un doigt d'honneur à tout le monde. Faisait comme, hey, regardez, j'ai inventé quelque chose de nouveau. C'est parce que le problème, c'est que si ce personnage-là qu'on a créé de toute pièce devient véritablement important dans l'histoire, comment se fait-il que personne n'était au courant? Tu sais, c'est à peu près comme si le retour de Jedi aurait fini avec Palpatine qui aurait dit à Darth Vader, je suis ton père. C'est un peu ça, là. C'est inattendu, mais c'est con en Christ. Ça aurait fait la même chose, ça. C'est un peu ça, mais c'est spécial. Puis tu sais, à la fin... Tu sais, normalement, j'aime ça quand un film comme ça me dit « Ah, j'ai bien hâte de voir la suite, tu sais. » Puis j'ai... Non. Le gros problème, c'est qu'il y a une grosse révélation. Si ça avait été une trilogie, t'aurais fait « OK, j'ai hâte de voir quand ça va finir. » Là, tu dis « il reste encore 3 films. » Ça fait que... Ils peuvent étirer ça longtemps. Ils peuvent étirer ça quand même, puis ils peuvent changer l'identité de la personne encore 3 fois. Puis ce qui est probablement le point culminant, puis là où on veut s'en aller, c'est la confrontation entre Dumbledore et Grindelwald. Puis ça, honnêtement, on a hâte de la voir. Puis on a hâte de voir aussi comment on va finir par introduire Voldemort. Parce qu'ils ont beau nous dire que c'est pas à propos de Voldemort, ça va finir par arriver. En tout cas, ce sera pas la première fois que Grindelwald et Dumbledore vont jouer de la baguette ensemble. Vous me découragez vraiment. Mais moi, je serais curieux, là, aux auditeurs, là, ceux qui sont des fans finis d'Harry Potter, là, allez le voir, là, puis checkez les points là, qui ont été discutés par Martin et Alan, là, puis écrivez-nous, là, puis parlez-nous-en, voir si vous autres aussi, il y a des affaires que votre culture d'Harry Potter là, est immense. Là. Donc,
Je serais curieux, moi, de vous entendre, de vous lire, de savoir qu'est-ce que vous allez en penser aussi. Puis si vous êtes d'accord, parce qu'il touche des points qui sont importants. Là. Puis c'est vrai que scénaristiquement parlant, on sait que le premier souffrait de quelque chose. Moi, j'ai pas encore vu le deuxième. Je vais y aller avec ma blonde. Mais en tout cas, on en reparlera. C'est sûr qu'on va s'en reparler, puis éventuellement, il y aura 3 autres films, fait qu'on on aura en masse le temps d'en reparler. Puis comme je vous dis, il y a des sujets qui, maintenant qu'on sait que ça sera vraiment pas un spin-off, puis qui se sont vraiment alignés dans le prequel, moi, je vois difficilement comment ils peuvent pas finir cette série-là avec la montée de Voldemort, la mort des parents de Potter. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent arrêter, là. Mais moi, c'est ce que... moi, c'est le film que j'aurais aimé avoir. Le film est supposé finir avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est comme beaucoup trop de bonheur pour les parents d'Harry Potter. Sauf qu'en même temps, moi, c'est ça la vraie histoire que j'aurais voulu voir, la montée de Voldemort. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Je trouve Grindelwald, un peu comme Star Wars épisode 1. Prends-toi mal en patience. Il reste 3 films, puis après, il faut qu'ils sortent d'autres choses d'Harry Potter. Bon, c'est sûr, il faut qu'ils aient un parc d'attractions à maintenir, là. Mais, tu sais, c'est un peu comme Star Wars. Tu sais, le Sénat, je m'en sacrais, là. Ils sont allés beaucoup trop loin, là. Moi, dans ma tête, l'épisode 3 aurait pu être le 1. Moi, je trouve que le AT-AT avait un excellent point qu'il a apporté. Oui. Mais tu sais, on va se le dire, épisode 1, dans ma tête, ça aurait pu être facilement le 3, là. C'était ça que je voulais voir, moi. C'était ça que je voulais voir. Puis Rogue One, dans ma tête, c'est le véritable épisode 2, là. Ou 3. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça aurait pu commencer autre que quand Dark Vador avait des couches aux fesses, là. Ça, je m'en sacrais un peu. Fantastic Beasts souffre un peu du même problème. C'est bien le fun, Grindelwald, mais je pense pas que le personnage a surpassé Voldemort. Puis honnêtement, c'est un peu l'époque de Voldemort. Il nous en parle tellement dans la série principale à quel point c'était terrible quand il était là. Comment c'était fou la soirée où il a tué les parents à Harry Potter. À quel point c'était complètement mongol. Comment ce gars-là a réussi à se maintenir aussi longtemps alors qu'on sait que Dumbledore est supposé être ultra puissant. C'est ça qui m'intéresse. Harry Potter a tellement de personnages qui étaient sympathiques qu'il y avait double cross d'un bord puis de l'autre, là. Tu sais, c'est quoi il s'appelait? C'était Snake? Snape. Alan Rickman. Ouais, Alan Rickman. C'est le personnage là, que pendant combien de films que tu savais pas de quel côté il jouait? Jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la toute fin. Tu sais, justement, que tu te rends compte qu'il savait que Dumbledore devait mourir puis qu'il le laissait faire, là, mais tu sais, qu'il était du bord des bons, tu fais comme, ouais, mais lui, il m'a mené en bateau tout le long, là. Puis quel travail d'acteur aussi, on va se le dire, là. Ouais. Ce qui est un peu le problème de Fantastic Beasts, je ne vois pas d'acteurs qui se sont surpassés là-dedans, à part Jude Law et Johnny Depp, puis ce sont pas les personnages principaux. Non, exactement. Ce qui est un peu triste. Puis comme je vous dis, à un moment donné, dans le film, là, pour nous faire comprendre, quand c'est rendu que même le réalisateur est pas sûr que tu le trouves méchant, Grindelwald, ça dit là, il va falloir que j'y fasse faire quelque chose. Ce qui n'aide pas, c'est que ces deux personnages principaux, justement, c'est que Norbert puis Madame Lestrange, là, c'est deux personnages qui ont des difficultés sociales. Je dirais qu'en partant, si tu fais tes deux personnages principaux qui sont pas capables de communiquer, c'est tough pour eux. C'est dur de faire des séquences avec les deux, que ça fonctionne, puis c'est sympathique. Là. Non, c'est assez spécial. Mais bon, regarde, c'est au cinéma, vous pouvez aller le voir. Hey, en terminant, avant de faire nos poisons, bande-annonce de Détective Pikachu. Ça a tellement l'air bon. Ça a tellement l'air... Pat, t'as pas l'air à être d'accord avec mon idée. Hey, Ryan Reynolds, come on, ça va être bon. Pika, pika. Pika, 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 pika. Ça va être bon. Je vais répéter en ondes, comme je l'ai dit, je vous l'avais écrit, là. J'ai autant d'intérêt pour ça là, qu'un casseau de frites vide avec des taches de gras. Arrête, ça va. On va aller le voir ensemble. Moi, je lécherais avec taches de gras après avoir vu cette annonce-là. Ah, c'était... Mais écoute, c'est sorti de nulle part. Ben, moi, personnellement, je savais que le film allait sortir, puis j'avais fait, c'est quoi ces niaiseries-là? C'est la sorte d'un jeu de Game Boy qui est semi de la marde. Tu sais, puis... Là, la bande-annonce commence avec le flow qui tombe sur Pikachu, qui l'entend parler, puis c'est Ryan Reynolds qui parle là, tu fais comme... Ah, quelle sorte de film de merde ça va être là? Mais là, tu te rends compte que c'est dans l'univers des Pokémon, il y a des Pokémon partout. Moi, qui ont shooté Charizard là-dedans, ben après, tu vois des Bulbasaur qui se pointent un peu partout, puis tu te rends compte que ils font les grosses attaques des Pokémon, puis tout pète un peu partout de bord. Puis là, tu fais comme, OK, ils ont été jusqu'au bout avec les Pokémon. Moi, j'ai été vendu à Ryan Reynolds. Qui est carrément le Deadpool Pikachu. Là. Yank qui est avec la fille. Hein. De toute façon, peu importe ce que ça fait, il m'entend pas parler. Ah, tu vois, mais pas petit Pika Pika. Ah, toi aussi, t'es adorable. Tout ce que t'entends, c'est Pika Pika Pika. Ah, écoute, ça va être le film de l'année, Pat. On va t'amener. C'est sûr qu'on va t'amener. Hey, Poison, je commence avec Alan. Ah, tu commences avec moi? Le temps que t'en trouves un? Ben non, j'en ai un, même plusieurs, mais je vais y aller quelque chose, je vais essayer de condenser. J'ai réussi à finir mes 3 omnibus de Flash de Geoff Jones. Tabarouette, pour quelqu'un qui lit pas beaucoup l'hiver, tu t'es...
j'ai essayé de me faire une promesse, puis à cause du podcast, puis tout, de me forcer. Ça fait que ce soir, souvent, je vais me donner 1 heure de lecture, au moins 3 fois par semaine, pour réussir à clencher du stock. Parce que sinon, surtout que ce temps-ci, je suis tout le temps sur Assassin's Creed Odyssey, puis à part massacrer la population, je fais pas grand-chose. Ils ont mis un système de 5 étoiles à un Grand Theft Auto, là, c'est un carnage. C'est que j'ai réussi. Sauf que là, c'est la série... On va perdre Pat. Pat, il vient de mourir. On va perdre Pat. OK, c'est la série au début des années 2000, de 2000 à 2005. Dans le fond, ça se passait juste un petit peu avant, puis pendant le Identity Crisis, qui avait été comme un des gros premiers story arcs de DC. C'est Wally West, qui est le Flash courant, qui était aidé de Jay Garrick, puis il y a le Kid Flash qui est là une fois de temps en temps. Bart Allen? Bart Allen est mort, ça fait 23 ans dans l'univers de DC à l'époque. Bart Allen, il est revenu, ça fait même pas 10 ans. Bart Allen, il est mort en 1900. C'est pas Barry Allen qui est mort. Non, ouais, c'est Barry Allen. Ouais, Bart Allen, c'est le jeune qui était dans Teen Titan. Là. Ouais, mais ça, c'est le Kid Flash. Ouais, Kid Flash qui vient du 2025 à peu près, exact. Qui est le petit neveu. Ouais, c'est ça. À cette époque-là, il était avec l'équipe de Teen Titan qui était aussi écrit par Geoff Jones. Ouais, effectivement, mais... Moi, j'ai découvert un petit peu Flash en lisant ça. Ça m'a fait découvrir son Rogue Gallery, c'est qu'il appelle vraiment des rogues, des personnages plus disjonctés les uns que les autres et surtout des plus bipolaires les uns que les autres parce qu'ils ont tous été gentils, méchants, tueurs en série, officiers de police, détectives, tueurs en série, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de monde repentant dans cet univers-là, c'est particulier, mais Geoff Jones a réussi à créer une histoire intéressant à partir de là, parce que ce que j'ai aimé, ce qu'il a fait avec Wally West, c'est qu'il a représenté tous les gros méchants, un à un. Il a même refait des jeunesses pour les réexpliquer de Captain Cold, de Heatwave. Il les a toutes passées. C'est pas le fun. C'est quelqu'un qui n'a jamais lu de Flash, embarque avec ça. Il va voir les origines de la plupart de ses méchants principaux. Et avant de voir tout cet univers-là détruit par Infinite Crisis et Final Crisis... Non, mais on peut même pas chialer parce que honnêtement, il y a une certaine partie des pouvoirs de Flash qui m'ont tombé sénère. Parce que de Flash, en plus d'être ultra rapide, il y a un contrôle sur la vélocité. Oui. Il tire une balle dessus, il est capable de l'arrêter. Il est capable de te voler ta vélocité. Oh ben, il peut t'en donner aussi. Son costume vient du Speed Force, puis il est capable de le créer de toutes pièces, de n'importe où. Puis Geoff Jones, lui, il a travaillé sur régler ces problèmes-là. Il a fait un pack avec le Spectre, qui était le Green Lantern là-dedans, pour réussir à faire effacer son identité au monde. Puis on a vu que Geoff Jones a voulu remettre la maison en ordre. La maison en ordre. Puis même jusqu'à la finale, là, parce qu'il a créé un nouveau zoom en plus. C'est-tu le même que Flashpoint? Non. OK. Le zoom qui était là, c'est pas Tendre. Et au bâton. Okay. C'est un détective de police qui est spécialisé là, dans les habitudes des criminels. Okay. Puis lui, quand il était jeune, il a mangé une balle dans le dos, puis il a la misère avec une de ses jambes. Puis à un moment donné, Grodd le pète en deux, puis il devient complètement handicapé. Puis il demande au Flash, peux-tu retourner dans le passé puis me sauver? Puis Flash fait comme, Barry Allen m'a toujours dit, fais jamais ça, man. Reculer dans le temps, ça fait plus de mal que d'autres choses. Flashpoint, c'est à peu près que ça fait. Ça fait que, mais le gars, il est en crise, c'est qu'il décide d'aller dans le musée de The Flash puis utiliser le treadmill de Barry Allen. Le fameux treadmill. Ouais, et c'est parce que je pense que là-dedans, il l'a tellement utilisé pour plus jamais qu'on le revoie. Je pense que Geoff Jones a travaillé sur le fait qu'on ne le verra plus par après. C'est que le gars sur la chaise roulante, il a essayé de l'utiliser, mais il est devenu un nouveau zoom, comme un mélange d'Aibard puis de lui. Sauf que lui, il n'est pas ultra rapide. Il est fourré dans le temps à cause qu'il utilise le treadmill. C'est que ça fait un message qui est intéressant, c'est parce que Flash essaie de le torcher. Il n'est jamais capable d'être plus rapide que lui, parce que le gars, il est bloqué dans le temps. T'as bien beau être vite comme tu veux. Si le gars, il est stocké dans le temps, là, tu ne pourras rien faire. Là. Ah, quand même intéressant. C'est quoi, ces 3 gros volumes? Ben, le premier est plus petit que les autres. Il y a peut-être 300 pages le premier, puis les 2 autres, c'est du 650 pages. Quand même. Puis ils refont la même chose pour sa run sur Green Lantern, je pense. Ben, effectivement, sauf qu'ils vont faire ça en un seul omnibus de 1700 pages. Ça, c'est du stock. Ouais, mais ça, c'est Blackest Night. Oui, effectivement. Ça. Mais juste, ça run avant Blackest Night. Ça va être en softcover. Ah, OK, parce qu'il l'a aussi en omnibus 1, 2, 3. Là, quand ça part de Green Lantern Rebirth. Ouais, je sais pas si ça avait fait, mais je sais que les TP existaient, mais sauf que là, ils en ressortent. C'est parce que présentement, DC ressortent une ligne essentielle. Ouais, c'est ça. Puis ils ressortent une coupole d'affaires dedans. Non, j'ai eu bien du fun à lire ça. Intéressant pour ceux qui cherchent de quoi lire. Pat, Poison. Poison, j'ai découvert la série Happy
sur Netflix qui était passé par... c'est un truc qui avait été commandité par Sci-Fi Channel. C'est l'histoire d'un gars, là, une espèce de détective un peu poche, là, qui a tout ruiné sa carrière, qui est devenu un peu... une espèce d'homme de main, tueur à gages, qui a comme une espèce de death wish, qui, à un moment donné, sa fille se fait enlever. Et à partir de ce moment-là, le copain imaginaire de sa fille apparaît au gars. C'est une petite licorne velue qui parle, qui est juste à côté de lui. Et c'est complètement délirant, d'une violence débile en plus. C'est adapté d'une BD de Grant Morrison puis de Derek Robertson, ça, qui était sorti chez Image Comics. OK. Et c'est excellent, là. Un humour noir, trash. Christopher Meloni est intense, là. Puis, écoute, là, c'est un peu hardcore, mais maudit que j'ai ri. C'est à écouter. Ouais. Disponible Sur Netflix. Netflix dès maintenant, donc pas de problème pour aller Oui. se clencher Bing, ça. Moi, je vais finir avec le mien. Je salue la gang de Gladius. On a eu beaucoup de plaisir avec le meurtre et mystère. Et sérieusement, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. Ça faisait, écoute, depuis que j'avais 16 ans que je n'avais pas fait ça. Et la boîte est complète, là. La boîte est véritablement complète. Tout est là. Les éléments, les pièces à conviction, les calepins du joueur, les répliques. Pat, t'étais là. On n'a pas eu de difficulté à jouer. Ça a coulé. Non, comme, effectivement, c'était drôle. Hein? Tous les échanges, là, c'était bien pensé. C'était vraiment bien fait. L'histoire était intéressante. Puis c'est vraiment fait pour celui qui a peu ou beaucoup de difficultés ou celui qui en a pas en tout. Et il y a un beau plaisir à avoir là. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça, clenchez-vous ça. Là. Faites-vous une gang d'amis, allez vous en clencher un. Ils sont pas très chers en passant. Il y en a plusieurs de disponibles. Nous, on a fait celui qui se passe dans les années 20. On tue la une. On était dans un bureau de journal. L'éditeur en chef s'était fait tuer. C'était vraiment sympathique. Les personnages étaient complets. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Honnêtement, Gladius en offre plusieurs. Donc, pas de problème avec ça. Puis, je sais que je suis tard un peu parce que là, l'Halloween est passé. Mais si vous cherchez peut-être des soirées entre amis différentes, là, ça fait vraiment la job pour pas très cher. Bon, c'est sûr que c'est toujours plus d'ouvrage pour celui qui organise. Là. C'est du stock. N'empêche que c'est vraiment bien fait. Puis tous les éléments sont là. Il n'oublie personne. Pour le reste, nous, on se revoit dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Avec encore beaucoup d'autres stocks. Là. C'est quoi qui nous attend? Y a-t-il encore des sorties au cinéma qui s'en viennent? Ou, Ben oui, il y en a tranquillement pas vite qui s'en viennent, mais je pense que prochainement, à part Creed, puis sauf qu'il va y avoir Ralph brise l'Internet. Oui, ça c'est vendredi prochain. J'y vais avec les enfants, donc je vous ramènerai. Il va y avoir ce genre de trucs-là, mais sinon, les prochaines grosses sorties, ça va être au mois de décembre Aquaman. avec Spider-Man et Aquaman. Spider-Man et Aquaman, ça, faut absolument aller voir ça ensemble. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Quoique Aquaman, je risque d'y aller avec ma blonde. Là. Puis il va falloir que je la supporte. Parce que c'est quand même 2h30 de Jason. C'est elle qu'il faudra qu'il doit te supporter. Tu vas être aussi mouillé que Mera en écoutant ce film-là. Il y en a pour tous les deux. C'est ça qui est le fun dans ce film-là. Surtout toi, Martin. Surtout moi. Salutations, à la prochaine.